Bonjour, dans cette deuxième vidéo concernant les amplificateurs de puissance, nous allons aborder ensemble la description et l'étude détaillée des amplificateurs classe A et classe B. Nous allons ainsi décrire le montage et le fonctionnement d'un amplificateur de puissance classe A avec une charge résistive, avant de déterminer ses caractéristiques, son rendement ainsi que ses avantages et inconvénients. Nous allons faire la même chose pour un amplificateur de puissance classe B, mais on va finir par donner un exemple d'un amplificateur de puissance audio, mais intégré cette fois. Alors, commençons par l'étude d'un amplificateur de puissance classe A, et on va considérer pour cela le cas d'un montage émetteur commun avec une charge résistive. Donc ici, c'est une polarisation avec résistance de base. Donc là aussi, on doit déterminer le point de repos et le fixer. Si vous vous rappelez, pour la classe A, on doit le fixer au milieu de la droite de charge. Donc pour le déterminer, on doit retrouver l'équation de cette droite de charge, donc la droite des mains ici. On trouve VCC égale à E moins RC fois IC, puis l'équation de la droite d'attaque. Donc c'est le même générateur E qui va polariser la jonction base émetteur. On va faire cette grande maille ici. Donc on aura E ici sera égal à RB fois IB plus VBE, ce qui donnera VBE égale à E moins RBIB. Donc vous remarquerez ici la présence de ce condensateur, c'est un condensateur de découplage. Donc ça permet d'isoler le régime statique du régime dynamique. Ça veut dire quand on voudra rechercher le point de fonctionnement, ce condensateur est équivalent à un interrupteur ouvert, vu que ZC, son impédance c'est 1 sur JC oméga. Oméga c'est 2 pi F, c'est-à-dire 1 sur J de pi F. Et puisqu'en régime continu on a F tend vers 0, donc Z, qui est égal à 1 sur J de pi F, 1 sur la fréquence, donc va tendre vers l'infini. Donc ce sera un circuit ouvert. Et on aura RB traversé par IB, on va faire cette loi des mailles ici. Donc pour le régime statique, pour déterminer le point de fonctionnement, on aura ces deux droites, donc, et on pourra faire l'étude et la détermination du point de repos. Et on a dit que ce point de repos doit se situer au milieu de la droite de charge, à savoir un courant de repos IC0 qui est égal à E sur 2 fois RC. Donc cette donnée est importante parce qu'on va l'utiliser pour calculer les puissances. C'est-à-dire le point de repos IC0 c'est E sur 2 RC et une tension de repos VCE0 qui est égale à E sur 2. Donc maintenant si on attaque ce montage par un signal de commande sinusoïdal UC de T ici, donc le condensateur de découplage cette fois en régime dynamique va se comporter comme un circuit fermé et la variation va être transmise au niveau de VBE. Comme on a dit, cette variation-là va entraîner le déplacement du point de repos autour, le déplacement du point de fonctionnement autour du point de repos. Donc le déplacement du point de fonctionnement autour du point de repos, qui idéalement, il doit être situé au milieu de la droite de charge, ce qui permettra le déplacement de la sortie US, ici au rang du collecteur, c'est VCE, elle va se déplacer autour de ce point de repos avec une excursion maximale, c'est-à-dire l'excursion maximale qui ne peut pas dépasser, c'est E sur 2. C'est la tension au niveau de la sortie, son excursion maximale, c'est-à-dire VS max, ne peut pas dépasser E sur 2. Donc voilà pour le fonctionnement de ce type de montage. Donc un point de repos avec un courant de repos IC0 E sur 2 RC, tension de repos VCE0 qui est égal à E sur 2, et une excursion maximale en régime dynamique de la sortie qui est égale à E sur 2. S max égale à E sur 2. Donc, les signaux au banc de la charge, US de T et IS de T, donc qu'est-ce qu'on va retrouver? Il y aura la polarisation, c'est-à-dire UC0, IC0, à laquelle va se superposer ici le signal alternatif amplifié. Donc, on retrouve à la sortie une composante continue, en plus du signal alternatif qui a été amplifié. Et cette forme de signal à la sortie, c'est elle qui va entraîner un rendement qui est faible pour ce type d'amplificateur. Donc maintenant, on va essayer de déterminer les caractéristiques de ce montage amplificateur. Donc en commençant bien sûr par le calcul
des différentes puissances en commençant par la puissance utile dans la charge en utilisant les hypothèses qu'on a dit, c'est-à-dire les valeurs du point de repos et l'excursion maximale de Vs max qui est égale à E sur 2. Donc pour le calcul de la puissance totale dissipée dans la charge, on a vu dans le rappel qu'elle est divisée en deux parties, la puissance utile au repos, DC, plus la puissance utile en régime variable, AC, une fois on a appliqué un signal d'entrée sinusoïdal. Donc commençons par la puissance utile au repos. Donc on sait que le VCE0 sera égal à E sur 2 et IC0 égal à E sur 2 RC, vu que pour un ampli classe A, le point de repos est situé au milieu de la droite de charge. Donc, la puissance utile en régime continu, c'est U fois I, donc US fois IS. D'après la loi des mailles ici, US c'est E fois E moins VCE0. Voilà. Et IS sera égal à IC0. Donc je remplace E moins VCE0 que je calcule, c'est E sur 2, puis je remplace IC0 par E sur 2 RC, et je tombe sur la puissance utile DC au repos, c'est E carré sur 4 RC. 4 fois RC. Maintenant pour la puissance utile, la vraie puissance utile en régime variable, celle qui apparaît au niveau de la sortie, quand on attaque le montage par un signal sinusoïdal. Donc là, US de T deviendra égal à VS max fois sinus oméga T. Donc ça c'est la réponse de l'ampli, c'est la sortie de l'ampli, la sortie amplifiée correspondante au signal d'entrée sinusoïdal, et IS de T par une loi d'Ohm ici, c'est US de T sur RC. Alors pour le calcul de la puissance moyenne dissipée, c'est 1 sur T, comme on a vu dans le rappel, l'intégrale de 0 à T, US de T, IS de T. Je remplace par l'expression de US et IS de T ici, on tombe sur VS max au carré RC fois sinus au carré oméga T. Puisque Vs max au carré sur RC c'est une constante, donc on va la faire sortir de l'intégrale, et on va remplacer sinus au carré oméga T par une identité remarquable en trigonométrie, c'est 1 moins cosinus de oméga de T, oméga T sur 2. On a utilisé la propriété sinus au carré de A, c'est 1 moins cos 2A sur 2. Puis on va intégrer en deux parties cette intégrale, on obtiendra Vs max au carré sur 2 TR, c'est l'intégrale de 1 fois dt, voilà le premier terme, moins Vs max au carré sur 2 T fois RC fois l'intégrale du cosinus de oméga t, dt. Donc on sait que l'intégrale de dt ici, c'est t, entre l'intervalle de 0 à t. Quand je remplace ça, on obtiendra grand T, la période, et le t va se simplifier avec le t ici. Donc le terme qui va rester, c'est Vs max au carré sur 2 fois RC. Maintenant, concernant l'intégrale du cosinus de oméga t, donc c'est sinus de oméga t sur 2 oméga sur une période, et là c'est une fonction impaire, donc l'intégrale sera nulle. Donc quand on va le calculer, c'est une intégrale qui est nulle. Donc on tombe sur l'expression finale de la puissance utile en régime variable AC. On va conserver uniquement le premier terme, c'est Vs max au carré sur 2 RC. Et là, je remplacerai Vs max par l'excursion maximale dans classe A. C'est E sur 2. Donc ça veut dire au carré, on aura E carré sur 4 avec le 2, on obtiendra E carré sur 8 fois RC. Donc ça, c'est la puissance utile au repos, et là, c'est en régime variable. Quand on fait la somme des deux termes, on tombe sur la puissance de sortie totale dissipée au niveau de la charge, à savoir 3 E carré sur 8 fois RC. Donc en conclusion, au repos, la puissance de sortie utile AC sera égale à 0. Il n'y a pas de terme continu, il n'y a pas de terme alternatif. En régime sinusoïdal, donc on a vu que la puissance utile en régime sinusoïdal, on a trouvé c'est Vs max au carré sur 2 RC, c'est-à-dire E carré sur 8 RC, quand on remplacera Vs max par E sur 2. Donc, pour la puissance totale, c'est la puissance DC plus la puissance AC, puisque la puissance AC au repos est nulle, donc on aura la puissance de sortie au repos, c'est E carré sur 4 RC, c'est le terme qu'on avait calculé pour la puissance UDC. Maintenant, en régime sinusoïdal, on va superposer le régime DC avec le régime AC, donc la somme des deux termes, ce qui donnera une puissance totale de 3 E carré sur 8 fois RC.
Donc ça, c'est la première partie, c'est le calcul de la puissance utile au niveau de la charge. Maintenant, on va déterminer la puissance fournie par l'alimentation. Alors, pour le calcul de la puissance fournie par l'alimentation, là aussi, on va faire diviser le calcul en deux parties. La puissance fournie par l'alimentation au repos est celle qui va s'ajouter en régime variable. Donc, au repos, on a la tension fournie par l'alimentation, c'est E, et le courant, c'est IC, qui sera fourni par l'alimentation, c'est et sera égal à IC0, le courant au repos, puisque le point de repos est situé au milieu de la droite de charge, ce sera E sur 2 fois RC. Donc la puissance fournie par l'alimentation sera égale à E fois IC. Je remplace IC par IC0, puis par l'expression de IC0, et on trouve que la puissance fournie par l'alimentation au repos, c'est E carré sur 2 RC. Maintenant, le deuxième terme, celui qui va s'ajouter en régime variable. Là, ce qui va changer, c'est IC de T. On va ajouter une composante variable au courant IC qui est égale à IS de T, US de T sur RC, la loi d'Ohm, avec US de T, c'est Vs max fois sinus oméga T, c'est-à-dire la réponse amplifiée à l'entrée sinusoïdale. Calculons maintenant la puissance moyenne correspondant à cette expression, c'est 1 sur T l'intégrale sur une période E, tension d'alimentation, fois IC de T. Je remplace IC de T par son expression, on retrouve ici un terme constant qui va sortir, et on retrouve l'intégrale sur une période de sinus oméga T. Donc là, c'est moins cosinus oméga T sur oméga. Là aussi, le cos, le cos sont des fonctions paires et impaires sur une période, donc ça donnera une valeur moyenne qui est nulle quand on fait les calculs. Donc à la fin, la puissance absorbée en régime, fournie par l'alimentation en régime alternatif, elle ne va pas changer. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun terme qui sera ajouté en régime variable. C'est-à-dire la puissance absorbée totale, c'est elle qui a été fournie au niveau du régime continu, ça veut dire au repos, E carré sur 2 fois RC. Donc reportons ces calculs, on a trouvé que la puissance fournie au repos c'était E carré sur 2 RC. En régime sinusoïdal, c'est resté la même puissance, donc c'est E carré sur 2 fois RC. Maintenant, pour la puissance dissipée dans le transistor, donc on va utiliser le bilan de puissance. Donc, en négligeant la puissance fournie par le signal de commande, c'est-à-dire la puissance absorbée par l'alimentation va être égale à la puissance fournie à la sortie, c'est-à-dire la puissance utile fournie à la sortie, plus la puissance dissipée dans le transistor. Donc la puissance dissipée dans le transistor sera égale à la puissance absorbée moins la puissance utile qui a été fournie au niveau de la charge. Donc ici on aura P dissipé, c'est P absorbé moins puissance de la sortie. Donc E carré sur 2 RC moins E carré sur 4 RC, on tombera sur une puissance dissipée au repos qui est égale à E carré sur 4 fois RC. Donc puissance absorbée moins puissance utile à la sortie. Maintenant au repos. Donc au repos, la puissance à la sortie va changer. Elle va devenir égale à 3 E carré sur 8 RC, puisqu'on a ajouté un terme alternatif à C. Donc la puissance dissipée, ce sera cette fois la puissance absorbée qui n'a pas changé, E carré sur 2 RC, moins 3 E carré sur 8 RC. Quand on va faire un dénominateur commun, on tombera sur une puissance dissipée qui est égale à E carré sur 8 fois RC. Donc on voit bien que la puissance dissipée au repos est plus importante que celle en régime alternatif, ce qui va, vous allez voir, ça va diminuer le rendement. Pour calculer ce dernier, donc d'après le cours, le rendement c'est le rapport de la puissance utile en régime alternatif sur la puissance absorbée. Donc la puissance utile en régime alternatif, quand on remplacera Vs max par E carré, par E sur 2, on trouvera c'est Vs max au carré sur 8 RC. Donc Vs max au carré sur 8 RC divisé par, c'est-à-dire, je m'excuse, E carré c'est Vs max au carré. Vs max au carré, on a dit que c'est Vs max c'est E sur 2. Quand on va remplacer, ça sera E carré sur 4, ce qui donnera E carré sur 8 RC. Donc E carré sur 8 RC divisé par E carré sur 2 RC, donc on va avoir 1 sur 4, ce qui va impliquer un rendement de 25% qui est très faible. Un rendement qui est très faible, c'est d'ailleurs l'un des inconvénients de l'amplificateur classe A. Donc en conclusion, l'amplificateur classe A est un amplificateur simple, un transistor,
bonne performance, surtout au niveau de la linéarité et de la distorsion. Donc on ne trouve pas de distorsion tant que l'excursion maximale ne dépasse pas le sur 2. Par contre, donc la puissance dissipée au repos est aussi importante, sinon plus élevée que celle en fonctionnement. Donc on a vu ici. Donc puissance absorbée indépendante de la puissance fournie à la charge, donc elle est toujours constante. Et bien sûr, le rendement utile est très mauvais, principalement à cause de la présence de la composante continue dans la charge. Alors pour augmenter son rendement, on peut utiliser un transformateur en sortie pour éliminer cette composante continue et doubler le rendement du montage. Passons maintenant à l'étude du montage ampli de puissance classe B ou push-pull. Comme vous voyez ici et comme on a vu dans le rappel, donc il utilise une paire de transistors complémentaires, à savoir un transistor NPN et un transistor PNP, qui ont le même gain bien sûr, et qui sont montés tous les deux en montage collecteur commun. Donc ici, on voit bien que l'entrée est à la base, la sortie est à l'émetteur, donc collecteur commun pour ce NPN. Pour ce PNP, l'entrée elle est à la base, la sortie elle est prise à l'émetteur, donc c'est aussi un collecteur commun. Donc pour avoir une classe B, on a dit, il faut que les deux transistors soient polarisés pour obtenir un courant nul au point de repos. C'est-à-dire ici par exemple ça c'est la droite de charge du transistor T1 qui va fonctionner pour la tension positive. Alors il doit être polarisé en ce point-là. Voilà. Ça c'est le point de repos concernant le transistor T1. Donc le IC0 sera égal à 0 et le VCE0 sera égal à E. Donc idéalement, en l'absence du signal de commande UC de T, les deux transistors sont bloqués puisque leur tension base émetteur est nulle, les courants de base seront nuls et la charge n'est parcourue par aucun courant. Donc on a ici ce potentiel sera égal à 0. Ça veut dire les deux collecteurs sont respectivement au potentiel plus E pour le T1 et moins E pour le T2. Mais au repos, les deux transistors ils sont traversés par un courant IC qui est nul. Donc la puissance dissipée dans ces transistors se retrouve nulle. Maintenant pour le fonctionnement. Donc les deux transistors conduisent alternativement pendant une demi-période. Donc lors de l'alternance positive de UC de T, la tension de commande, quand UC de T devient supérieur à la tension VBE, T1 commencera par conduire. Il va amplifier l'alternance positive. Mais rappelez-vous, il ne va commencer à conduire que quand UC va dépasser VBE. Maintenant pour T2, il va conduire pendant l'alternance négative, mais à condition que UC soit inférieur à VBE, qui est négative ici. Donc, puisque c'est un transistor PNP, donc il doit être inférieur à moins 0,6. C'est-à-dire en résumé, T1 va conduire quand la tension de commande est positive et supérieure à 0,6. Il va amplifier l'alternance positive à partir de ce moment-là. Pour T2, il va conduire pendant l'alternance négative, mais quand UC est inférieur à 0,6, à moins 0,6. Et il commencera à ce moment-là à amplifier l'alternance négative. Maintenant, quand la tension UC est comprise entre moins 0,6 et plus 0,6, aucun des transistors ne conduit. Donc là, on voit ici l'exemple de l'alternance positive. Donc une fois il va dépasser VBE, donc elle va entraîner le déplacement du point de repos, que ce soit sur la droite de charge ou la droite d'attaque, et on va retrouver là aussi un déplacement de la tension VS au niveau de la sortie, mais là l'excursion maximale à la différence de la classe A, elle sera égale à E, c'est-à-dire d'ici à là, donc c'est-à-dire VCE peut se déplacer à une valeur maximale égale à E, la tension d'élémentaire, donc le double de la classe A. Mais là, donc, on va remarquer que le courant circulant dans la charge,
aussi bien le courant que la tension au bord de la charge. N'est pas purement sinusoïdale, mais vu ce qu'on avait expliqué, elle va présenter une distorsion. Donc voilà, l'excursion maximale sera égale à E, et il y aura l'apparition d'une certaine distorsion au niveau de la sortie. Pourquoi? Parce qu'il y a un retard au niveau de la conduction des transistors. Quand la tension de commande est positive, la conduction commencera une fois UC dépasse 0,6, et quand la tension est négative, la conduction de T2 commencera une fois UC devient inférieur à moins 0,6. Donc ça veut dire ici, il y aura un retard au niveau de la conduction pour T1, et la même chose pour T2, il y aura un retard au niveau de la conduction, ce qui va entraîner une distorsion de croisement, ou une distorsion de recouvrement, ou en anglais un crossover. Donc là, c'est l'un des principaux inconvénients de la classe B, c'est cette distorsion qui apparaît au niveau de la sortie, qui est due au retard causé par les tensions C des deux transistors, T1 pour l'alternance positive et T2 pour l'alternance négative. On va voir dans ce qui va suivre, les solutions qu'on propose pour éliminer cette distorsion. Donc voilà pour le fonctionnement. Maintenant pour les caractéristiques, donc là aussi on va faire la même chose. On va commencer par calculer les différentes puissances qui sont mises en jeu, puis on va conclure par le rendement et effectuer nos conclusions concernant ce montage classe B, sachant que l'excursion maximale cette fois elle est de E et pas de E sur 2 comme c'était le cas pour la classe A. Donc on va commencer par la puissance totale dissipée dans la charge. Donc là aussi comme on a fait pour la classe A, donc on va faire ça en deux parties, le repos et le régime variable. Donc pour la puissance dissipée au repos, donc là la tension d'alimentation, donc on va travailler pour T1, puis on va ajouter la puissance au niveau de T2. Mais au repos, le problème ne se pose pas. Pourquoi? Parce qu'ici par exemple, l'alternance positive au niveau du UC, le transistor T1 conduit. La tension au repos c'est E, mais le courant au repos, vous vous rappelez, donc il est à la limite de la conduction, ça veut dire IC 0 égale à 0. Donc automatiquement au niveau de la puissance utile dissipée au repos, elle sera nulle, que ce soit pour T1 ou que ce soit pour T2. Donc la somme de la puissance dissipée au repos, elle est égale à 0. Maintenant au niveau du régime variable, donc la tension US en bande de la charge, elle sera égale à Vs max sinus oméga t, et IS égale à US RC, sachant que pour T1, il y aura une alternance positive, ça veut dire Vs max sera égal à E, et pour T2, il y aura une alternance négative, ça veut dire Vs max égale à moins E. On va effectuer le calcul pour T1 sur une demi-période, donc on aura la puissance utile en régime alternatif au niveau de T1, c'est-à-dire causée par la conduction de T1 pendant l'alternance positive, ça sera égal à Vs max. Donc on va remplacer ici, on va multiplier U par I, on aura Vs max au carré sur 2 TRC comme on a fait. Donc on aura un sinus au carré, et le sinus au carré c'est 1 moins cosinus de oméga t sur 2. Et on a divisé l'intégrale. Le 1 on l'a mis ici, et le cosinus de oméga t on l'a mis ici avec le 2 ici sur 2. Mais on va intégrer cette fois sur une demi-période. Donc quand on va intégrer sur une demi-période ce terme-là, l'intégrale de dt, c'est t entre l'intervalle t sur 2 et 0, ce qui donnera t sur 2, donc à savoir t sur 2. Le t va se simplifier avec le t, on aura ici le 2 avec le 2, c'est 4. Donc Vs max au carré sur 4 fois RC, ce terme-là. Pour ce terme-là, je ne peux pas dire que l'intégrale sur une période, c'est l'intégrale sur une demi-période. Donc on va voir est-ce que c'est nul. De cosinus de oméga t, c'est sinus de oméga t sur 2 oméga. D'accord? Donc Vs max au carré. Mais là aussi, ce terme-là va s'annuler. Pourquoi? Parce qu'on aura sinus de pi, c'est 0, et sinus de 0, c'est 0. Donc ce terme-là sera égal à 0. Donc ça veut dire la puissance utile en régime alternatif pendant l'alternance positive sera égale à Vs max au carré sur 4 RC. Donc voilà. Donc là, on va remplacer T par T sur 2. Puis oméga par 2 pi F. Et T par 0. On aura ici sinus de 2pi. Or, sinus de 2pi, c'est égal à 0. Donc 0 moins 0, c'est 0. Donc maintenant, si on
on attaque le puissance utile au niveau de T2, donc c'est Vs max au carré, donc ça ne va pas changer. Donc ce terme-là ne va pas changer, mais l'intégrale, elle est de T à T sur 2. Et là, donc le Vs max sera égal à E, égal à moins E. Or, moins E au carré, c'est E au carré. Donc ça ne changera pas. Donc ce terme-là, on aura toujours T moins T sur 2, c'est T sur 2. Ce terme-là sera toujours nul. Donc automatiquement, on va récupérer Vs max au carré sur 4RC. C'est-à-dire le E au carré et le moins E au carré, donc ça nous rend la même équation. Donc c'est-à-dire qu'on fait la somme de la puissance utile de l'alternance positive plus l'alternance négative, et on aura la puissance utile en régime variable, c'est Vs max au carré sur 2RC. Le double de ça. Et on remplace Vs max par E, donc E au carré sur 2 fois RC. Donc voilà la puissance dissipée en sortie totale. C'est E carré sur 2RC, sachant qu'en régime variable, qu'au repos, elle est nulle. Donc maintenant, on va attaquer la puissance fournie par l'alimentation. Là aussi, régime continu au niveau du point de repos et au niveau du régime variable. Donc pour le point de repos, là aussi, le courant il est nul, donc automatiquement la puissance qui est absorbée de DC sera nulle. La puissance, que ce soit celle fournie par E ou celle fournie par moins E. Pour l'alternance positive ou pour l'alternance négative, on aura toujours un courant IC qui est nul pour les deux transistors, donc la puissance absorbée sera nulle au repos. Maintenant, en régime variable, le IC va devenir alternatif bien sûr, Vs max sur RC sinus oméga t, avec Vs max une fois égal à E et une fois égal à moins E. Quand c'est T1 sera égal à E, quand c'est T2 sera égal à moins E. Donc là aussi on va intégrer, donc c'est E fois ça, donc E fois Vs max sur RC sinus oméga t, 1 sur T l'intégrale. La partie constante on l'a fait sortir, donc on intègre de 0 à T sur 2 pour T1, l'intégrale du sinus. Donc l'intégrale du sinus c'est moins cosinus oméga t sur oméga, donc le oméga viendra ici, de 0 à T sur 2. On remplacera T ici par T sur 2, puis par 0. Donc cosinus de 0 c'est 1. Là le T se simplifie avec la fréquence, le 2 avec le 2, on aura cos pi. Cos pi c'est moins 1. Moins 1 avec le moins c'est 1, 1 plus 1 c'est 2. Le 2 se simplifie avec ici le 2, on aura EVS max sur pi fois RC. Voilà pour T1. On va faire la même chose pour T2. On va remplacer Vs max par moins E, mais cette fois on va intégrer de T sur 2 à T. Et on va tomber sur la même formule. On va tomber sur la même puissance absorbée pendant l'alternance négative. Donc ça veut dire la puissance absorbée totale. Donc cette puissance absorbée totale sera le double de celle calculée pour l'alternance positive. Donc en régime alternatif, c'est 2E Vs max sur pi fois RC. Voilà pour la puissance absorbée. Maintenant, pour la puissance dissipée dans le transistor, donc elle est égale à la puissance absorbée moins la puissance utile. On vient de calculer la puissance absorbée, c'est 2E Vs max sur pi fois RC. La puissance utile qu'on a déjà calculée, c'est E carré sur 2 fois RC. Donc la puissance dissipée, c'est la puissance absorbée moins la puissance utile. On factorise par E sur RC. On aura ici 2 Vs max sur pi. Et là, on aura ici E sur 2. Puis on remplace Vs max, et sur une valeur absolue, c'est E. Et on factorise par ce E. On obtiendra E carré sur RC, 2 sur pi moins 1 demi. Voilà pour la puissance dissipée. Et enfin, on va déduire le rendement, puissance utile sur puissance absorbée. Donc la puissance utile, c'est E carré sur 2 fois RC. Puissance absorbée, c'est 2E Vs max sur pi RC. On remplace Vs max par E carré. Le E carré avec le RC va se simplifier, il va rester pi sur 4. Donc à peu près un rendement de 78%. Donc en résumé, la puissance de sortie utile dans la charge au repos, elle est nulle, à cause du point de repos qui est situé à la limite de condition, c'est-à-dire IC égale à 0. En régime sinusoïdal, on avait calculé ça, on a trouvé ce E carré sur 2RC.
Donc, maintenant, total, c'est-à-dire au niveau DC et AC, donc en sortie au repos, c'est toujours nul. La puissance DC, on a dit, elle est toujours nulle. Et la puissance absorbée totale, je m'excuse, la puissance dissipée en sortie utile totale est égale à celle dissipée en régime alternatif. C'est sinusoïdal, c'est E carré sur 2RC. Donc ça, c'est la puissance utile au niveau de la charge. Maintenant, pour la puissance dissipée, on a trouvé qu'elle est nulle au repos, à cause du point de repos, et elle est égale à E carré sur RC, 2 sur pi moins 1,5. La puissance absorbée, elle est nulle au repos. On néglige la puissance d'entrée de commande, et en régime sinusoïdal, elle sera égale à 2E fois US sur pi RC, et on a trouvé qu'à la fin, le rendement il est égal à pi sur 4, donc à peu près 78%. Donc en conclusion, à puissance de sortie égale, ce montage va permettre d'utiliser des transistors moins puissants que ceux nécessités par un montage classe A à cause de la faible dissipation de puissance au niveau des transistors par rapport à la classe A. Le rendement lui aussi, il est beaucoup plus important que les montages classe A. Et au repos, bien sûr, la puissance sera nulle. La puissance dissipée sera nulle. Donc les dimensionnements des radiateurs se retrouvera facilité. Maintenant, le dernier point qu'on va aborder concernant les amplis classe B, c'est la correction de la distorsion qu'on a déjà vue, c'est-à-dire celle qui est causée par les jonctions, par le retard de conduction au niveau des jonctions bas émetteurs, pour T1 pendant l'alternance positive et pour T2 pendant l'alternance négative. Donc ce retard de conduction entraîne une distorsion de croisement. Alors pour corriger, on va proposer deux montages. Donc le premier montage, c'est un montage à diode, donc on utilise deux diodes, D1 et D2, dont les tensions C U0 sont égales aux tensions C des transistors VPE0. Donc ce système à diode, donc pour des raisons de symétrie, aussi bien pour des transistors, donc il va maintenir une tension égale à la somme des deux tensions C, donc égale à la somme des tensions C des jonctions bas et d'émetteurs. Donc si on fait la déma ici, donc on aura la somme des quatre tensions C qui va s'annuler. On va retrouver au niveau du point commun des diodes le même potentiel que celui des deux émetteurs, c'est-à-dire 0 V. Donc on va retrouver ici 0 V au niveau de ce potentiel. Donc on peut le démontrer avec une loi d'Émaille. Donc quand on fait ici la loi d'Émaille, donc on prend le départ de ce potentiel nul jusqu'au 0 V. Donc on trouve que UC plus la tension VD1 moins VBE égale à 0. Donc ce qui veut dire que VBE sera égal à UC plus VD1. Et ce VBE pour entraîner la conduction de T1 doit être supérieur à 0,6. Donc la tension de commande doit cette fois être supérieure à 0,6 moins VD1. Et puisque la diode D aura la même tension C que le transistor, donc cette différence sera égale à 0. On se retrouve avec une conduction qui commencera à partir de UC égale à 0. Ce qui permettra d'éliminer le retard de conduction et d'éliminer la distorsion. La même chose pour le transistor T2, D2 va vers la même chose. Donc quand on va faire ici la loi d'Émaille, on se retrouvera ici le point de jonction entre les deux diodes avec un potentiel nul. Donc pour que le transistor conduise, il faut que UC soit tout simplement inférieur à 0 et T2 va commencer à conduire instantanément. Donc là, ce montage permet de réduire et de corriger ce problème de distorsion. Le deuxième montage, il y a une petite remarque au niveau du dimensionnement. La résistance RB ici doit avoir des valeurs qui sont assez grandes devant la résistance interne de la diode et le H11, paramètre H11 des transistors, ce qui permettra de placer le point de fonctionnement de la diode dans la partie linéaire pour des tensions UC comprises entre plus ou moins E, et ce qui garantira VD1 égale à 0,6 et VD2 égale à aussi 0,6. Donc maintenant le deuxième montage, donc la deuxième méthode,
qui permet d'annuler les effets de distorsion de croisement consiste à utiliser un ampli-op, ici, avec monté en amplificateur, ça veut dire avec une réaction négative. Alors, donc là, pour que l'un des transistors conduise, par exemple pour que T1 conduise, il faut que l'amplitude de la tension sortie de l'ampli-op, c'est-à-dire l'amplitude de la tension de sortie, elle doit être supérieure à VBE. Donc elle doit être supérieure à VBE. Généralement, elle doit être supérieure à la valeur absolue de VBE. Donc ça veut dire supérieur à VBE, supérieur à 0,6 pour T1 et inférieur à moins 0,6, ça veut dire il faut que la sortie de l'ampli-op en valeur absolue soit supérieure à 0,6. Sinon, quand les deux transistors sont bloqués au repos, on retrouve ici un potentiel qui est égal à AD fois UC. Avec AD, son amplification en boucle ouverte qui est très importante, donc qui est très très grande. D'ailleurs, on la suppose, elle tend vers l'infini. C'est pour ça qu'on arrive à attraper avec epsilon égale à 0. Donc voilà, donc pour que les transistors conduisent, il faut que AD fois UC en valeur absolue soit supérieur à VBE, ce qui impliquera que UC en valeur absolue doit être supérieur à VBE sur AD. Sachant que AD tend vers l'infini, elle est très grande, c'est-à-dire le VBE sur AD, il va tendre vers 0. Donc ici, UC va conduire quasiment quand elle est soit supérieure à 0, soit inférieure à 0. Donc la possibilité de distorsion de croisement se retrouve considérablement réduite avec cette solution. Donc, et d'un autre point, donc lorsque l'un des transistors conduit, donc on se retrouve avec un amplificateur inverseur, et là, avec une amplification au niveau de la sortie, AV égale à moins R2 sur R1. C'est-à-dire, cet état se retrouve un ampli de puissance et un amplificateur de tension. La sortie égale à moins R2 fois R, avec une amplification égale à moins R2 sur R1. Bien sûr, si l'amplification en tension n'est pas nécessaire, on remplace ce montage amplificateur par un simple montage suiveur qui peut convenir à corriger le problème de cette distorsion. Donc deux montages pour la correction de la distorsion, le montage à diode et le montage à ampli-op monté en réaction négative. Donc on va conclure cette vidéo avec les amplificateurs à intégrer. Oui, parce qu'en effet, du point de vue pratique, la plupart des fabricants offrent un large choix d'amplificateurs de puissance intégrés, sous forme de circuits intégrés, dont les performances sont très satisfaisantes et dont la mise en œuvre est simple, vu qu'on va utiliser un petit nombre de composants pour réaliser notre amplificateur de puissance. Donc à titre d'exemple ici, j'ai pris l'exemple de l'amplificateur audio TDA 1020, donc c'est un circuit intégré, et voilà son brochage avec un haut-parleur comme charge. Donc c'est un ampli 14 watts. Il permet de fournir 14 watts pour une charge de 2 ohms, si la charge est de 2 ohms, et 7 watts pour une charge de 4 ohms. Donc le circuit interne, donc l'étage final, l'amplificateur de puissance finale, c'est un amplificateur push-pull. Donc il suffit de voir le datasheet que je vous ai fourni avec le cours pour confirmer. Les condensateurs de 1 microfarad et de 100 microfarad sont des condensateurs de découplage que j'ai expliqué dans le cours. Et là, il y a un petit étage ici, 4,7 ohms 0,1 micro, c'est un réseau de compensation de fréquence. Alors, en conclusion de ces deux vidéos, donc les circuits réels des amplificateurs de puissance sont en général plus complexes que les schémas de principe qu'on a décrits dans ce cours. Il y a deux points qu'il faut prendre en compte. Le premier, c'est que il faut souvent ajouter des circuits de protection, car un court-circuit au niveau de la charge, surtout quand il y a de la puissance, il entraînera automatiquement la destruction des transistors de l'étage de puissance par emballement thermique. Ça d'un côté. D'un autre côté, il faut prévoir, dans ces circuits de puissance, il faut prévoir de maintenir la température des transistors, des jonctions des transistors à une valeur inférieure à 180. Donc c'est pour ça que la plupart des transistors de puissance, lors de leur fabrication, le collecteur est placé en contact thermique étroit avec le boîtier métallique
Donc il suffit de fixer les tranches sur des radiateurs qui vont les refroidir par convection naturelle ou forcée. Donc la prochaine vidéo va concerner la correction DTD de ce chapitre.